C'était la fin du mois d'avril 1945, et le Troisième Reich, jadis si puissant, s'effondrait en poussière. La ville de Berlin était soumise à un siège impitoyable par l'armée rouge soviétique. Les tirs d'artillerie pleuvaient sur la capitale allemande jour et nuit, sans la moindre interruption. Une épaisse fumée noire remplissait le ciel, transformant la lumière du jour en un crépuscule permanent et étrange. Dans les rues, des civils terrifiés et des enfants soldats de la Volkssturm tentaient désespérément de défendre les barricades. Le bruit assourdissant des orgues de Staline déchirait les tympans des survivants. Profondément sous terre, Adolf Hitler s'était retiré dans la sécurité relative de son Führerbunker. Le bunker était un véritable labyrinthe de béton enfoui sous le jardin de la chancellerie du Reich. Humide et claustrophobe, l'air à l'intérieur était lourd de tension et imprégné d'une odeur de béton moisi. Le bourdonnement constant des générateurs diesel fournissait une lumière vacillante et un bruit de fond incessant. Des généraux et des aides de camp allaient et venaient avec des visages sombres, n'apportant que de mauvaises nouvelles. La santé physique et mentale d'Hitler se détériorait rapidement sous cette immense pression. Eva Braun, sa compagne de longue date, avait choisi de rester à ses côtés dans le bunker. Elle avait refusé de quitter Berlin malgré le danger imminent de l'avancée soviétique. Ils partageaient des repas simples dans le couloir étroit servant de salle à manger, essayant d'ignorer la guerre au-dessus. Joseph Goebbels et toute sa famille avaient également emménagé dans le complexe exigu du bunker. Les enfants Goebbels jouaient dans les couloirs, inconscients du sort tragique qui les attendait. Les bruits terrifiants des explosions soviétiques devenaient plus forts et plus proches à chaque heure qui passait. Hitler réalisa finalement que la guerre était irrémédiablement perdue et que la défaite était inévitable. Il craignait par-dessus tout d'être capturé par les soviétiques et exposé dans une cage comme un singe. Le corps de Mussolini avait été pendu par les pieds sur une place publique à Milan. Il ordonna de rassembler de grandes quantités d'essence pour brûler sa dépouille. Dans les premières heures du 29 avril, Hitler épousa finalement Eva Braun lors d'une petite cérémonie. C'était une cérémonie civile brève, à l'intérieur de la salle des cartes du bunker, avec peu de témoins. Même pendant le mariage, le bruit des obus russes ébranlait les murs de béton. Ils burent un verre de champagne et évoquèrent des souvenirs de temps meilleurs. Hitler dicta ensuite son testament politique et ses dernières volontés à sa secrétaire Traudl Jones. La nouvelle que Himmler avait tenté de négocier la paix avec les Alliés l'avait rendu furieux. L'ambiance dans le bunker devint funèbre alors que la fin approchait pour tout le monde. Certains officiers et secrétaires se saoulaient pour oublier la peur de la mort. Des capsules de cyanure furent distribuées au cercle rapproché comme un dernier recours. Même la chienne berger allemand bien aimée d'Hitler, Blondie, fut testée avec le poison. Le 30 avril, les troupes soviétiques n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres de la chancellerie. Des combats acharnés au corps à corps avaient lieu dans les tunnels du métro et les rues adjacentes. Hitler prit son dernier repas, qui était un simple déjeuner végétarien de pâtes à la sauce tomate. Il fit ses derniers adieux à son équipe médicale et aux membres restants de son cercle intime. Hitler et Eva se retirèrent dans leur bureau privé vers 14h30 pour l'acte final. Eva portait sa robe préférée et avait soigné sa coiffure pour sa mort. Un coup de feu unique fut entendu depuis la pièce peu après 15h30. Son valet, Heinz Lange, attendit quelques minutes nerveuses avant d'oser entrer. Ils trouvèrent Hitler affaissé sur le canapé, du sang s'écoulant d'une blessure à la tête. Il s'était tiré une balle dans la tempe droite avec son pistolet Walter PPKK. Eva Braun gisait à côté de lui, morte après avoir avalé une capsule de cyanure. Ses jambes étaient repliées sur le canapé et elle semblait simplement dormir. L'odeur des amandes amères, caractéristique du cyanure, flottait légèrement dans l'air. Les corps furent enveloppés dans des couvertures grises de l'armée pour cacher le sang pointé. Des officiers SS portèrent les corps en haut des longues marches vers le jardin de la chancellerie. Le bombardement à l'extérieur était intense et dangereux, les forçant à se baisser pour se couvrir. Ils placèrent les corps dans un cratère d'obus peu profond près de la sortie du bunker. L'essence fut versée généreusement sur les cadavres à partir des jerrycans préparés. Le vent rendait difficile l'allumage du feu, obligeant les hommes à s'y reprendre à plusieurs fois. Finalement, Goebbels lança un chiffon enflammé sur les corps imbibés d'essence. Un mur de feu soudain engloutit les restes du dictateur et de sa femme. Le groupe fit un dernier salut nazi raide, alors que le feu brûlait férocement.
Ils continuèrent à verser du carburant jusqu'à ce que les corps soient carbonisés au-delà de toute reconnaissance. Point. L'incinération dura plusieurs heures, interrompue par les tirs d'artillerie soviétiques. Les restes furent finalement enterrés dans une tombe peu profonde à l'intérieur du cratère. Le lendemain, le couple Goebbels se suicida après avoir empoisonné leurs 6 enfants. Le 2 mai, les Soviétiques capturèrent enfin les ruines de la chancellerie du Reich français. Des soldats soviétiques fouillèrent le jardin à la recherche du corps d'Hitler. Ils trouvèrent d'abord les restes carbonisés des 2 chiens avant de trouver les humains. Finalement, ils découvrirent les restes humains brûlés dans le cratère d'Aubus. Les corps furent placés dans des caisses en bois grossière pour le transport pompeau. Ils furent emmenés vers un hôpital de campagne pour une identification secrète par le SMERSH. Des autopsies furent pratiquées par des pathologistes soviétiques dans une morgue de fortune. Les corps étaient si gravement brûlés que l'identification visuelle était impossible. Ils durent s'appuyer sur des dossiers dentaires détaillés pour identifier Hitler définitivement. L'assistante du dentiste d'Hitler, Ette Eusermann, fut interrogée par les soviétiques. Elle confirma le travail de bridge unique trouvé sur la mâchoire calcinée. Les soviétiques enterrèrent et exhumèrent secrètement les corps plusieurs fois au fil des ans. Staline, cependant, décida de semer le doute en Occident pour des raisons politiques. Il déclara aux dirigeants occidentaux qu'Hitler s'était peut-être échappé vers l'Espagne ou l'Argentine. Des rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde. Hitler avait-il pris un sous-marin vers l'Amérique du Sud sous le couvert de la nuit? Vivait-il dans une base cachée en Antarctique, entourée de glace éternelle? Des observations d'Hitler furent signalées partout, de l'Europe à l'Amérique du Sud. Un rapport prétendait qu'il travaillait comme serveur dans un café en France-Montpointy. Un autre disait qu'il était berger gardant des moutons dans les Alpes suisses. La théorie la plus persistante impliquait une évasion secrète vers l'Argentine. L'Argentine était connue pour être amicale envers les puissances de l'Axe pendant la guerre. On croyait que des U-boots transportaient des nazis de haut rang vers la sécurité. Le sous-marin, U-977, arriva effectivement en Argentine des mois après la fin de la guerre. Cela alimenta les spéculations selon lesquelles il avait transporté le Führer lui-même. Le FBI reçut des centaines de lettres concernant la prétendue localisation d'Hitler. Une photo fit surface montrant prétendument un Hitler âgé au Brésil avec une petite amie. La CIA enquêta même sur une déclaration d'un ancien soldat SS dans les années 50. Le dossier contenait une photo granuleuse d'un homme ressemblant à Hitler assis à une table. Il était supposé vivre dans une ville appelée Tunja en Colombie. L'homme sur la photo se faisait appeler Adolf Schrittelmayer. Cependant, l'agence conclut que l'histoire était probablement une fabrication. Les théoriciens du complot pointaient l'absence de corps public comme preuve irréfutable. Les Soviétiques avaient gardé les restes cachés pendant des décennies derrière le rideau de fer. En 1970, le KGB détruisit finalement les restes complètement sur ordre de Moscou. Ils les brûlèrent à nouveau, les écrasèrent en cendres et les jetèrent dans une rivière. Seul un fragment de mâchoire et un morceau de crâne furent conservés dans les archives à Moscou. En 2009, un scientifique américain fut autorisé à tester le fragment de crâne. L'analyse ADN révéla une nouvelle choquante qui stupéfia le monde entier. Le fragment de crâne appartenait à une femme et non à un homme. Cette révélation raviva instantanément les théories de l'évasion et les discours conspirationnistes. Les gros titres criaient « Droguer le crâne d'Hitler est celui d'une femme. Yo, à travers le globe. » Si le crâne n'était pas le sien, était-il vraiment mort dans le bunker après tout? Les sceptiques affirmèrent que cela prouvait que le récit de l'évasion était vrai. En monissant, Japon. Cependant, la mâchoire n'avait jamais été testée par l'équipe américaine. Le travail dentaire de la mâchoire était la méthode d'identification principale utilisée en 1945. En 2018, une équipe française obtint un accès rare aux dents conservées à Moscou. Le professeur Philippe Charlier mena l'analyse médico-légale approfondie. Ils comparèrent les dents aux radiographies authentiques prises en 1944. La correspondance était parfaite et indéniable pour les experts. Les dents montraient une usure importante et des bridges dentaires spécifiques uniques à Hitler. Ils trouvèrent également des traces de dépôts bleus sur les fausses dents. Cela indiquait une réaction chimique claire avec le poison au cyanure. Il n'y avait aucune trace de fibres de viande, confirmant son régime végétarien strict. L'équipe conclut définitivement qu'Hitler était bien mort à Berlin en 1945. Le fragment de crâne appartenait probablement à une femme présente, peut-être Eva Braun. Mais la preuve dentaire a clos le dossier sur le mythe de la survie pour toujours. La théorie du Hakelu gris
de l'évasion vers l'Argentine a été démystifié par la logistique. Point. Aucun U-boot n'aurait pu faire ce voyage sans être remarqué en mai 1945. Le blocus naval allié était trop serré pour être pénétré sans détection. C'était un homme brisé, dépendant d'un cocktail de drogue et de médecins. L'idée de lui vivant une vie tranquille dans un ranch est une pure fantaisie. Pourtant, l'attrait du mystère persiste dans la culture populaire et les films. Les livres et les émissions de télévision continuent d'explorer les scénarios sur paix et si yo. L'émission Yogoe Hunting, Hitler a passé des saisons à chasser des histoires de fantômes. Ils ont trouvé des tunnels et des complexes, mais aucune preuve solide de sa présence. Les gens aiment les bons complots, surtout concernant les méchants ultimes. Il est terrifiant de penser que le mal peut échapper à la justice et survivre. Mais l'histoire nous raconte la vérité banale, brutale et simple. Le Yaobo-Reich de Milan-Yo s'est terminé dans un trou sombre et humide. Le dictateur autrefois puissant est mort de sa propre main. La sortie du lâche. Son corps a été brûlé dans un cratère d'obus sale au milieu d'un jardin. Ses cendres ont été dispersées dans une rivière allemande, disparues à jamais. Il n'y a pas de tombe secrète dans les montagnes des Andes à découvrir. Il n'y a pas de base antarctique cachée avec des ovnis et de la technologie nazie. Staline voulait maintenir l'Occident anxieux face à un possible retour nazi. Il manipulait la vérité pour son propre levier géopolitique contre les Alliés. Les dossiers du FBI n'étaient que des tuyaux non vérifiés du public paranoïaque. Point. Les agents étaient obligés de classer chaque rapport, aussi fou qu'ils paraissent. Oui. Aucune des observations n'a jamais été vérifiée par des agents de terrain crédibles. L'AIB Évasion UE est un mythe né de la peur et de l'incertitude d'une époque chaotique. Point. Il parle de notre profond désir de fermeture définitive et de justice absolue. Un corps brûlé dans un fossé semble anticlimatique pour un tel monstre. Nous voulons un procès, une sentence et une exécution publique pour ces crimes. Le suicide a privé le monde de cette satisfaction et de cette justice. Mais la science forensique ne ment pas et n'imagine pas de choses autant. Les dents racontent l'histoire vraie et sans phare des derniers jours. Il a trahi son propre peuple et a détruit son propre pays. Son héritage est celui de la ruine absolue, de la mort et de la honte. L'emplacement du bunker est maintenant un simple parking dans le Berlin moderne. Point. Il n'y a pas de monument, seul un simple panneau d'information se dresse là. Ceci est pour empêcher les néo-nazis de créer un sanctuaire sur le site. Le monde a avancé, se reconstruisant sur les cendres de la guerre. Mais nous devons nous souvenir de la vérité pour empêcher la répétition du passé. La fausse histoire et les mythes peuvent être des armes dangereuses entre de mauvaises mains. La vérité est qu'Adolf Hitler est mort à Berlin en 1945. Point final. Les légendes d'évasion ne sont que des histoires pour se faire peur au coin du feu. L'histoire est écrite par des preuves, pas par des vœux pieux. Le chapitre du Troisième Reich s'est clos avec un seul coup de feu. Et la fumée s'élevant du jardin de la chancellerie a marqué la fin. La paix allait bientôt revenir dans une Europe brisée. Le cauchemar était enfin terminé pour le monde entier.